Tu as 17 ans. Ta chambre est au-dessus du garage. Et depuis 6 mois, tu entends tes parents parler à voix basse le soir, après le repas. Pas de cris, juste ce silence particulier quand quelqu'un recalcule un budget pour la 3e fois. Ton père a été mis en arrêt technique 3 mois cette année. Ta mère a repris des heures de ménage en plus. Personne ne t'a rien demandé. Mais tu as compris, sans qu'on te l'explique, que dans cette maison, chaque euro compte maintenant. Un dimanche, ton oncle vient réparer sa voiture dans l'allée. Il te tend 150 €, pliés en 2 dans sa poche de veste. Il ne dit pas grand-chose, juste « fais-en quelque chose d'utile ». Ne me remercie pas, ne le dis pas à tes parents. Tu gardes ces 150 € dans une chaussette, au fond de ton placard, pendant 4 jours. Tu penses à des baskets, tu penses à un jeu vidéo, et puis quelque chose en toi refuse de laisser cet argent disparaître dans un achat qui ne laissera rien derrière lui. Tu ne le sais pas encore, mais tu es sur le point de faire quelque chose avec cet argent que presque personne de ton âge n'envisage. Tu ne dépenses rien tout de suite, tu réfléchis. Tu remarques un truc. Dans ton quartier, la moitié des voitures garées dans les allées sont sales, couvertes de pollen ou de poussière, et personne n'a le temps de s'en occuper. Toi, tu as du temps. Tu as des samedis vides. Avec tes 150 €, tu n'achètes pas un jeu vidéo. Tu achètes un kit de nettoyage auto, microfibre, shampoing carrosserie, aspirateur portable, que tu trouves d'occasion sur une petite annonce. Il te reste 60 €. Tu ne les touches pas. Tu les gardes de côté, sans trop savoir pourquoi, juste au cas où. Tu imprimes toi-même 10 flyers sur l'imprimante du salon. Tu les glisses dans les boîtes aux lettres du quartier. 30 € le nettoyage complet, intérieur et extérieur, directement chez les gens. Le premier samedi, une seule personne t'appelle. Une voiture, 30 €. Tu passes 2 heures dessus, les mains gelées, mais quand tu repars, tu regardes cet argent différemment que d'habitude. Le samedi suivant, 3 voitures, puis 5. Le bouche à oreille commence à marcher, parce que les gens n'ont jamais vu leur voiture aussi propre pour ce prix. Tu ne dépenses toujours pas cet argent. Tu le réinvestis. Un 2e aspirateur, un meilleur produit pour les jantes, une machine plus efficace. Et c'est là que tu comprends quelque chose que personne ne t'avait expliqué avant. L'argent, ce n'est pas seulement un truc que tu dépenses. Ça peut devenir un outil, quelque chose qui travaille pour toi pendant que tu dors. Les semaines passent et ton samedi solitaire devient une routine bien rodée. Tu ne cherches plus les clients, ce sont eux qui te trouvent. Un couple qui a vu ta voiture impeccable te demande ton numéro, une mère de famille qui te réserve d'avance chaque quinzaine parce qu'elle ne veut plus jamais confier sa voiture à quelqu'un d'autre. Tu tiens un carnet, un vrai carnet, avec les noms, les adresses, les dates. Tu commences à comprendre un mot que tu n'avais jamais vraiment pensé appliquer à toi-même. Client récurrent. Ce n'est plus une vente unique, c'est un revenu qui revient, mois après mois, sans que tu aies besoin de redistribuer un seul flyer. Un mardi soir, ton père rentre du travail et te parle d'un de ses collègues, gérant d'un petit garage automobile en périphérie. Il cherche quelqu'un pour nettoyer les véhicules avant chaque revente. Tu décroches ton premier vrai contrat. 10 voitures par mois, payées d'un coup, avec une facture, un vrai numéro de commande. Tu ne peux plus tout faire seul. Tu demandes à ton meilleur ami, celui qui passe ses week-ends à ne rien faire, de venir t'aider contre 20 € la demi-journée. C'est la première fois que tu payes quelqu'un d'autre avec de l'argent que tu as généré toi-même. Tu structures ton offre. 3 formules, 3 prix, un flyer plus propre, imprimé cette fois chez un vrai imprimeur. Ce qui ressemblait à un passe-temps de lycéen commence doucement à ressembler à quelque chose de sérieux. Une petite entreprise, sans le nom, sans le statut, mais avec tous les réflexes. 6 mois après ton premier flyer, un hôtel 3 étoiles du centre-ville te contacte. Ils veulent un contrat mensuel, nettoyage complet de leur flotte de véhicules de courtoisie, 12 voitures, plus les moquettes de leur hall d'entrée. Un contrat à 1 200 € par mois, plus que ce que gagne ta mère. Tu dis oui tout de suite. Tu ne négocies rien. Tu es trop heureux pour réfléchir aux détails. Pour honorer ce contrat, tu dois investir. Tu achètes une shampouineuse professionnelle, presque 800 €. Tu embauches ton ami à temps plein cette fois, plus un deuxième. Tu loues un petit local pour stocker le matériel. En quelques semaines, tu dépenses presque tout ce que tu avais mis de côté depuis 1 an.
Et puis, tu découvres une ligne, tout en bas du contrat, que tu n'avais pas vraiment lue. Paiement à 60 jours. 60 jours. 2 mois entre le moment où tu factures et le moment où l'argent arrive vraiment sur ton compte. Pendant ce temps, tes employés attendent leur salaire à la fin du mois, pas dans 2 mois. Le loyer du local tombe chaque premier du mois. L'essence, les produits, tout continue de sortir de ta poche, alors que rien ne rentre encore. Tu regardes ton compte un dimanche soir. Sur le papier, ton entreprise n'a jamais aussi bien marché. Dans la réalité, tu as 80 € devant toi pour payer 350 € de charges cette semaine. Tu comprends, à 17 ans, une leçon que beaucoup de patrons n'apprennent qu'après avoir tout perdu. Faire du chiffre d'affaires et être riche, ce n'est pas la même chose. Une entreprise peut mourir de succès si elle ne maîtrise pas son argent. Le lundi matin, tu mets ta seule chemise correcte et tu demandes à voir le responsable comptable de l'hôtel. Tu n'y vas pas pour supplier, tu y vas avec une offre. Mon contrat prévoit un paiement à 60 jours. Je vous propose 10% de réduction sur la facture si vous déclenchez le virement aujourd'hui. Le comptable hésite 2 minutes, fait un calcul rapide et accepte. Pour lui, c'est une marge supplémentaire immédiate. Pour toi, c'est 120 € de moins dans ta poche, mais 1080 € qui arrivent le jour même au lieu de dans 2 mois. Tu perds de l'argent sur ce contrat, mais tu sauves ton entreprise. Tu payes tes 2 employés en premier, avant même de te payer toi-même. Tu vas voir ton fournisseur de produits, tu lui montres le contrat signé avec l'hôtel et tu obtiens 15 jours de délai supplémentaire sur ta prochaine commande. Tu ne refais jamais cette erreur. À partir de ce jour, chaque contrat professionnel que tu signes exige 30% d'acompte à la signature. Tu ne l'expliques pas comme une méfiance envers le client, tu dis que ça sécurise le matériel et la prestation. En réalité, ces 30% couvrent exactement tes charges du mois. Le reste, payé plus tard, devient enfin de la vraie marge. Les mois suivants, ton entreprise respire différemment. Tu as compris une règle que personne ne t'a enseignée à l'école. Ce n'est pas le chiffre d'affaires qui tue une entreprise, c'est le trou entre le moment où tu dépenses et le moment où tu encaisses. Un jour, un de tes clients réguliers, un vieux monsieur qui entretenait lui-même ses voitures dans les années 80, te regarde travailler en silence. Puis il te lance. Tu bosses bien, petit. Mais si tu veux qu'on se souvienne de toi, occupe-toi du pare-brise. Quand il pleut, c'est la seule chose que le conducteur regarde vraiment. Tu ne comprends pas tout de suite. Puis, tu testes. Après chaque nettoyage, tu appliques un spray déperlant sur le pare-brise. Un produit qui te coûte à peine 50 centimes par voiture. 3 jours plus tard, quand il pleut, l'eau glisse toute seule sans que le client ait besoin d'essuie-glace. Il pense immédiatement à toi. Tu ajoutes un deuxième réflexe. Tu vérifies le niveau de lave-glace, tu le remplis s'il manque, et tu laisses un mot sur le tableau de bord. Voiture prête. J'ai remarqué qu'il manquait du lave-glace. Je vous ai fait le plein. Bonne route. Ça te coûte moins d'1 €. Mais pour le client, c'est le signe que quelqu'un a vraiment fait attention à sa voiture, pas juste encaisser 30 €. C'est à ce moment précis, alors que ton nom commence à circuler dans tout le quartier, qu'une chaîne de lavage automatique s'installe à 15 minutes de chez toi. Grande enseigne, 15 employés, tarifs cassés, ouverture 7 jours sur 7. Le genre d'entreprise qui a les reins assez solides pour vendre un lavage à 12 € pendant 6 mois, juste pour te faire disparaître. Tes premiers clients commencent à hésiter. 12 € contre 30. La différence est énorme sur le papier. Tu sais que si tu baisses ton prix pour t'aligner, tu meurs. Tu n'as ni le volume, ni la trésorerie pour survivre à une guerre des prix contre une franchise. Alors tu fais l'inverse. Tu gardes ton prix et tu ajoutes ce que la chaîne ne fera jamais. Le déperlant sur le pare-brise, le contrôle du lave-glace, le mot personnalisé et un service que personne d'autre ne propose. Tu vas chercher la voiture directement sur le parking du bureau du client, tu la rends propre 3 heures plus tard, sans qu'il ait perdu 1 minute de sa pause déjeuner. La chaîne vend du lavage. Toi, tu vends du temps et de l'attention. Et pour un client qui travaille toute la semaine, ça n'a pas de prix. Ton système fonctionne, trop bien même. En 3 mois, tu passes de 15 à 50 clients par semaine. Tu ne dors presque plus, tu commences tes journées à 7 heures, tu les finis à 21 heures et tu as mal au dos comme un homme de 40 ans.
Tu comprends qu'il faut arrêter de porter toute l'entreprise sur tes seules épaules. Tu transformes ce que tu faisais instinctivement en un processus écrit. 4 étapes précises que n'importe qui peut suivre. Le nettoyage, le spray sur le pare-brise, la vérification du lave-glace, le mot sur le tableau de bord. Fort de ce système, tu te sens invincible. Une agence immobilière du centre-ville te contacte un mardi. Ils veulent que tu nettoies leurs 30 véhicules de fonction, tous avant vendredi. Le montant est énorme, presque 1 mois de chiffre d'affaires habituel. Tu signes sans réfléchir, sans même vérifier si tu as les bras pour le faire. Tu n'as pas d'équipe assez grande. Alors tu embauches 2 inconnus, recrutés en urgence sur une petite annonce, la veille pour le lendemain. Tu leur donnes ta feuille de route en 4 étapes, tu tournes les talons et tu pars t'occuper d'autres clients, persuadé que le système suffira. Vendredi soir, le directeur de l'agence t'appelle, furieux. Les vitres sont sales, aucun déperlant n'a été appliqué, aucun mot laissé sur les tableaux de bord. Les 2 inconnus ont bâclé le travail pour toucher leur paye et repartir plus vite. Tu rembourses l'intégralité du contrat de ta poche. Tu passes tout ton week-end à refaire les 30 voitures toi-même, seul, pour sauver ce qu'il reste de ta réputation. Tu renvoies les 2 employés le lundi matin. Tu comprends une chose que ton système n'avait pas prévue. Un processus parfait sur le papier ne vaut rien entre de mauvaises mains. Déléguer, ce n'est pas donner une feuille de route à n'importe qui et espérer que ça marche. Grandir trop vite avec les mauvaises personnes peut détruire en un jour ce que tu as mis 1 an à construire. 12 ans plus tard, tu ne portes plus de gants en caoutchouc. Tu portes un costume et tu diriges une agence de préparation esthétique automobile qui gère des flottes entières pour des entreprises dans toute la région. Un mardi matin, tu reçois un appel. Un grand groupe hôtelier régional veut te rencontrer. Ils ont besoin d'harmoniser l'entretien des véhicules de courtoisie de leurs 15 établissements. Leur prestataire actuel, une grosse franchise industrielle, a fait un travail catastrophique l'année précédente. Ils veulent la qualité. Ils veulent toi. Tu te rends dans leur bureau. Façade en verre, 10e étage. Tu attends 2 minutes dans un couloir silencieux avant qu'on t'introduise dans une salle de réunion. Et c'est là que tu reconnais le nom sur la porte. La maison mère de l'hôtel 3 étoiles qui avait failli te mettre à genoux quand tu avais 17 ans. Le directeur des achats, costume sur mesure, montre en écaille, pousse un contrat élégant vers toi. Voici notre accord cadre. Comme pour tous nos prestataires, le règlement s'effectue à 60 jours fin de mois. Cette phrase, 12 ans plus tôt, t'avait terrifié. Elle t'avait forcé à sacrifier 120 € de marge juste pour survivre une semaine. Aujourd'hui, tu ne scies même pas. Tu sors ton propre stylo. Tu croises les mains sur la table. Mon entreprise ne fonctionne pas comme ça. C'est 30% d'acompte à la signature pour bloquer les plannings de mes équipes et le solde à 30 jours. Sans ça, je ne prends pas le contrat. Le directeur hésite. Il regarde le dossier qualité posé devant lui, les résultats, les recommandations. Il sait qu'il n'a pas beaucoup d'alternatives. Il signe. Tu n'as pas racheté cette entreprise. Tu ne l'as pas humiliée. Tu as simplement inversé le rapport de force qui, il y a 12 ans, aurait pu te détruire. Ce sont désormais tes règles qui s'appliquent sur cette table. Ce soir-là, tu prends ta voiture et tu roules jusqu'à ton ancien quartier. Tu te gares devant la maison où tu as grandi, celle avec le garage et l'allée en béton. Tu sors, en costume, et tu marches jusqu'à cette allée précise, l'endroit exact où ton oncle t'avait glissé 150 € pliés en 4, en te disant de ne rien dire à personne. Le béton n'a pas changé. Tu peux presque voir, sous une vieille tache décolorée par les années, l'endroit où tu rinçais ta première voiture. Les mains gelées, un samedi matin de tes 17 ans. Ton téléphone vibre dans ta poche. Tu le sors. Une notification bancaire. Virement reçu. Acompte, 30%. Groupe hôtelier. Un montant à 5 chiffres. Tu regardes l'écran quelques secondes. Tu ne souris pas vraiment. Pas comme dans les films. Juste ce genre de calme qu'on ressent quand une boucle se referme enfin. Tu ranges ton téléphone, tu remontes dans ta voiture et tu repars. Au départ, tu pensais qu'il te manquait des millions pour changer le cours de ta vie. En réalité, tu avais juste besoin d'apprendre à faire travailler les 150 premiers euros que tu avais entre les mains. Si cette histoire t'a parlé,
Tu vas adorer la prochaine vidéo qui s'affiche juste ici. On va suivre minute par minute une journée complète dans la vie d'un millionnaire discret, celui que personne ne remarque dans la rue, mais dont chaque décision financière est calculée à l'euro près. Tu vas comprendre pourquoi la vraie richesse ne ressemble presque jamais à ce qu'on imagine.